Le fait de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux peut avoir des effets délétères sur la santé mentale si, en parallèle, on n'a pas une vie sociale active. Bonjour, je suis François Lassagne, rédacteur en chef du média Pour la Science. Soyez les bienvenus dans À l'écoute de la science, le podcast réalisé en partenariat avec le Collège de France. Dans cet épisode, Guillaume Jacquemont, journaliste à Pour la Science, s'entretient avec Maria Melchior, épidémiologiste spécialiste de la santé mentale, directrice de recherche à l'INSERM et titulaire de la chaire annuelle Santé publique du Collège de France. La santé mentale a été désignée grande cause nationale. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Combien sommes-nous concernés et pourquoi ? Maria Melchior nous éclaire sur les facteurs, souvent invisibles, qui façonnent notre équilibre psychique et sur ce que les grandes études nous apprennent vraiment. Bonne écoute! Merci Maria Melchior de venir nous parler de ce sujet de la santé mentale. Sujet important donc puisqu'il a été désigné grande cause nationale en 2025 et en 2026. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a cette mobilisation, pourquoi on juge que c'est préoccupant, important, en nous donnant d'une part quelques chiffres sur les principales pathologies mentales et puis en essayant de rendre un peu plus concret l'impact que ça a sur la vie des gens? Bonjour et merci de cet entretien. La santé mentale, c'est un champ très très large qui va de perturbations psychologiques passagères à des troubles chroniques comme la schizophrénie, l'autisme, en passant par des problématiques diverses qui peuvent être plus ou moins importantes, plus ou moins durables, comme les troubles anxieux, les troubles dépressifs. En tout et pour tout, on estime qu'en France, 1 personne sur 5 aura un trouble de la santé mentale à un moment donné de sa vie. Certains de ces troubles, comme je l'ai dit, sont passagers, donc fort heureusement, ils vont pas durer. C'est par exemple le cas de la dépression qui touche environ 8% de la population à tout moment. Mais d'autres troubles, évidemment, comme la schizophrénie que j'ai mentionnée, vont par contre être chroniques tout au long de la vie. On estime qu'environ 1% des personnes en France sont touchées par ce trouble. Donc les troubles les plus fréquents, c'est la dépression, environ 8% des personnes à tout moment, plus les femmes que les hommes. Les troubles anxieux, qui touchent environ 1 personne sur 10. Les troubles liés à l'usage de l'alcool, qui sont peut-être parfois un peu mis de côté ou pas considérés comme faisant partie des troubles de la santé mentale. Mais bon, les addictions sont aussi une des manifestations du mal-être psychique. Et donc là, on estime qu'à peu près 1 personne sur 10 en France a à tout moment un trouble de l'usage de l'alcool ou en tout cas un usage d'alcool qui est néfaste. Voilà. Et donc, beaucoup de personnes sont concernées. C'est sans doute ce qui a poussé à considérer la santé mentale comme la grande cause de l'année 2025 puis 2026, dans l'idée de... Alors, j'ai pas été consultée pour déterminer de ce thème, mais ce que j'en sais, c'est qu'une grande cause nationale, c'est un thème qui est donc déployé de diverses manières au travers des actions publiques, des actions de prévention, pour essayer de communiquer sur l'importance de la santé mentale, l'importance des soins qu'il faut aller chercher quand on est concerné ou quand on connaît quelqu'un qui est concerné, et puis l'importance peut-être d'améliorer les connaissances pour ne pas passer à côté des problèmes psychiques et déstigmatiser un peu ce champ qui reste perçu de manière très négative. Alors, améliorer les connaissances, donc justement, vous allez avoir un apport un peu particulier sur ce sujet. Vous êtes épidémiologiste, donc vous n'êtes pas psychothérapeute ou médecin. Mais donc, vous allez vous fonder notamment sur des cohortes, des ensembles de populations que vous allez suivre pendant un certain temps. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces méthodes? Quel type de cohorte existe? Combien de temps vous les suivez? Qu'est-ce que vous mesurez avec eux? Voilà, nous faire un peu comprendre les outils des épidémiologistes dans ce domaine. D'abord, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est l'épidémiologie. Je vais peut-être commencer par ça. Donc, l'épidémiologie, c'est l'étude des distributions des maladies dans le temps, dans l'espace et entre groupes. Alors évidemment, la discipline a émergé au 19e siècle et est partie des épidémies, donc des maladies infectieuses, pour essayer de mieux comprendre pourquoi certaines populations, à certains moments, étaient plus touchées par certains types de maladies infectieuses. Aujourd'hui, on peut faire de l'épidémiologie dans le champ des maladies infectieuses, mais aussi du cancer, des allergies ou, par exemple, dans le champ de la santé mentale, comme c'est mon cas. Et donc, ça consiste à utiliser des méthodes statistiques pour essayer de mieux comprendre les facteurs de risque et de protection de différents types de troubles. Et un des aspects spécifiques à la santé mentale, c'est que, comme je le disais, les symptômes peuvent évoluer dans le temps. Et donc, si on estime qu'1 personne sur 5 environ aura des problèmes psychologiques à un moment donné de sa vie, ces problèmes peuvent apparaître à un moment puis disparaître. Et on a besoin de pouvoir étudier l'évolution de la santé mentale
des personnes au cours du temps pour mieux comprendre ces facteurs liés à l'émergence, mais aussi à la durée des troubles, à leur sévérité, etc. Donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle des cohortes épidémiologiques, c'est-à-dire des études où on suit des volontaires, puisque bien sûr la participation à la recherche scientifique repose entièrement sur le volontariat et sur la participation et la bonne volonté des personnes qui veulent bien se prêter à cet exercice. Donc on demande l'autorisation de personnes sélectionnées de diverses manières. On peut peut-être revenir sur la manière dont on sélectionne les participants. Ça peut être n'importe qui, vous et moi, des personnes tirées au sort dans les fichiers de la sécurité sociale, par exemple, comme c'est le cas pour la cohorte Constance, ou des enfants nés à un moment donné, à une année particulière, comme c'est le cas des enfants qui participent à la cohorte ELF et qui sont tous nés en 2011. Bref, on sélectionne des personnes que l'on va ensuite suivre dans le temps au travers de questionnaires, de recueils de données par téléphone, questionnaires en ligne, questionnaires papier, parfois aussi par l'intermédiaire d'examens médicaux ou de données qui sont disponibles via les fichiers de la sécurité sociale. Et donc, ça permet de pouvoir étudier l'évolution de la santé dans le temps en fonction de facteurs qui sont eux aussi mesurés à différents moments et de mettre en lien les facteurs de risque avec l'évolution des troubles. Vous avez évoqué plusieurs cohortes, Constance, ELF. Est-ce que vous pourriez nous donner brièvement quelques chiffres sur ces cohortes? Combien de personnes sont suivies? Depuis combien de temps? Combien de mesures vous faites? Quel type de mesures? Alors la cohorte ELF, c'est une cohorte d'enfants nés en 2011 qui ont été sélectionnés dans 350 maternités dans toute la France. L'idée est d'avoir un échantillon représentatif des enfants nés en France à ce moment-là, et ils étaient 18 000 au départ. Donc voilà, je vous passe les calculs, mais il y a un tirage au sort pour essayer de faire en sorte que les petites maternités, les grandes maternités, les zones rurales, les zones urbaines soient représentées de manière à peu près donner une image qui reflète la France. La cohorte Constance, c'est une étude qui a été conçue à partir des bénéficiaires de la sécurité sociale, donc ça peut être vous et moi, qui ont été tirés au sort, là aussi, de manière à avoir des groupes d'âge, des profils différents sur le territoire français. Et c'est 200 000 personnes qui sont suivies depuis maintenant environ 20 ans. Donc, Constance, c'est une grande étude qui permet énormément de recherches très différentes parce que il y a beaucoup de personnes, donc on peut étudier, y compris des phénomènes relativement rares. La plus longue durée de suivi qu'on ait sur ces cohortes, c'est quoi? En France, je pense que la cohorte épidémiologique la plus ancienne, c'est Gazelle, une étude qui a été démarrée en 1989, donc ça fait maintenant plus de 40 ans, et qui a sélectionné des personnes qui travaillaient à l'époque pour EDF-GDF, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, qui était une grande entreprise nationale qui vendait et produisait du gaz et de l'électricité. Alors pourquoi choisir les salariés d'EDF-GDF? Parce que d'abord, ils vivaient dans toute la France, ils exerçaient des métiers assez différents, donc il y avait à la fois des personnes qui avaient un métier manuel, des personnes qui étaient cadres. Et puis, quand les gens travaillaient à EDF-GDF, ils ne quittaient pas l'entreprise. Parce qu'un des problèmes de toutes ces cohortes, c'est que les gens peuvent être d'accord pour participer à un moment donné, mais c'est difficile de les suivre dans le temps. Et ce sont des moyens considérables pour pouvoir avoir des informations le plus longtemps possible. Parce qu'en plus, on sait que les personnes qui abandonnent leur participation dans ce type d'études sont souvent celles qui ont plus de problèmes de santé ou qui sont peut-être plus difficiles d'accès pour d'autres raisons. Or, pour étudier l'évolution de la santé, on a justement besoin pas forcément d'avoir des études représentatives, mais d'avoir des études dont les participants ont des profils hétérogènes. Et donc, EDF-GDF, c'était très malin d'instaurer une cohorte épidémiologique au sein d'EDF-GDF, parce que non seulement les gens ne quittaient jamais cette entreprise, et leur pension de retraite était payée par les services de l'entreprise, puisqu'il y avait un régime spécifique, et donc ils sont suivis comme ça depuis 1989. Vous évoquiez les facteurs de risque et de protection que permettent d'identifier donc ces études de cohorte. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous dire quel est le rôle de la sensibilité génétique dans ces pathologies mentales et quelle est l'importance relative des facteurs environnementaux? Et puis donc ensuite, nous préciser un peu tous ces facteurs de risque qu'on a identifiés. Qu'est-ce qui, dans notre environnement, dans notre mode de vie aujourd'hui, nous rend plus vulnérables aux pathologies mentales? Alors encore une fois, la santé mentale et les pathologies psychiatriques sont très très diverses. Donc vraiment, quand on parle de schizophrénie, de troubles de l'usage de l'alcool ou de dépression, c'est pas du tout les mêmes pathologies évidemment, et c'est pas toujours les mêmes facteurs de risque. Mais si on peut dire des choses de manière un petit peu générale, il y a un facteur héréditaire dans toutes les pathologies psychiatriques qui dépend de la pathologie. Alors qu'est-ce que ça veut dire héréditaire? Ça veut dire que en fait, si on a des parents ou des proches qui sont touchés par une maladie psychique, on a plus de risque soi-même d'être concerné. C'est pas déterministe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission génétique, sauf dans des maladies très rares comme le syndrome de l'X fragile, mais c'est vraiment une maladie extrêmement particulière. Néanmoins,
pour des raisons qui sont liées à la génétique, mais pas uniquement, le fait d'avoir des proches touchés, en particulier des parents touchés par une maladie psychiatrique, augmente le risque qu'on soit soi-même touché. Alors, on le sait parce qu'il y a eu des études depuis très longtemps sur des cohortes de jumeaux, des jumeaux identiques, des jumeaux qui ne sont pas identiques, ce qui permet d'estimer la part possible de l'influence génétique. Donc, ces études nous disent que environ la moitié du risque de maladie psychique pourrait être héritable. Pas héréditaire, mais héritable, c'est-à-dire transmis dans les familles. Ça, c'est en partie lié à la transmission des gènes. Mais, par exemple, on sait que l'autisme ou la schizophrénie sont probablement plus héritables. Il y a une part génétique plus importante que dans le trouble de l'usage de l'alcool ou la dépression. Donc, c'est très variable. Néanmoins, de toute façon, même quand il y a une partie du risque qui est héritée et transmise au sein des familles, en fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que ce qui est transmis, c'est pas tant la maladie elle-même que le risque de développer une maladie, c'est-à-dire une forme de fragilité et de sensibilité. Et que de toute façon, la plupart des maladies psychiques sont liées à des facteurs de risque dits environnementaux, c'est-à-dire non génétiques, des facteurs de stress, des violences, des situations de cumul, de situations difficiles, etc. et qui, en fait, se combinent aux facteurs génétiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, on réagit pas tous et toutes de la même manière face à un stress ou à une accumulation de stress. Il y a des personnes qui sont plus sensibles et c'est cette sensibilité-là qui a été transmise probablement par nos parents. Est-ce que vous pourriez nous dire les principaux facteurs de risque aujourd'hui qui favorisent telle ou telle pathologie, la dépression, les troubles anxieux, etc.? Le modèle conceptuel qui est le plus utilisé en épidémiologie psychiatrique, c'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire qu'on a chacun une certaine biologie, une manière de réagir au stress, à ce qui se passe autour de nous. Certains traits de caractère, certains tempéraments. À ça s'ajoute l'environnement social dans lequel on grandit. Est-ce qu'on est entouré? Est-ce que on apprend à gérer ses émotions, à faire face aux difficultés? Et puis, les facteurs environnementaux au sens plus large. Vous avez mentionné les violences, des événements de vie graves, etc. Ce qu'on sait, c'est que les conditions de vie en général sont un pourvoyeur, un facteur important qui augmente le risque de troubles psychiques. Donc, d'où, par exemple, l'importance d'avoir un logement, déjà, et puis que ce logement soit de bonne qualité, que les conditions soient les plus optimales. La précarité est un déterminant d'un certain nombre de situations adverses, donc des violences, alors physiques mais aussi psychiques, éventuellement sexuelles. Ça a été démontré dans des études, par exemple, portant sur des personnes immigrées, étrangères, en situation administrative instable. Je pense à une étude menée par une collègue de l'Institut de recherche sur le développement qui a montré qu'une personne qui arrive d'Afrique subsaharienne en France met environ 6 ans en moyenne à avoir une situation relativement stable en termes de situation administrative, emploi, logement. Et c'est une période pendant laquelle les gens sont particulièrement vulnérables à un certain nombre de situations qui les mettent à risque de violences sexuelles, de violences physiques, etc. parce qu'ils sont obligés de survivre dans des conditions assez précaires. Et donc, de ce fait, leur risque de problèmes de santé mentale et aussi de certains types de maladies infectieuses est augmenté. Il y a d'autres facteurs comme on parle aussi beaucoup de l'alimentation ces derniers temps, on parle du stress en général, du rôle de la nature aussi. Est-ce qu'on a une vue sur ces facteurs-là aussi avec ces études épidémiologiques? Oui, absolument. Alors d'abord, je l'ai pas dit, mais la santé mentale est multifactorielle. C'est-à-dire que ce que nous montrent toutes ces études, c'est que multiples facteurs de risque ont des effets, se cumulent, et donc on peut pas savoir à échelle individuelle pourquoi est-ce que on développe des problèmes. Il y a évidemment des circonstances qui sont particulièrement importantes. On sait qu'après un deuil, par exemple, on est plus à risque d'être déprimé, mais c'est très difficile de faire des attributions individuelles et causales à partir de ce que nous apportent les enquêtes épidémiologiques. Mais on sait qu'à l'échelle des populations, effectivement, les conditions de vie en général, les facteurs de précarité, alors ça peut être aussi, par exemple, l'instabilité au travail, le fait d'avoir des ressources financières fluctuantes, l'instabilité résidentielle sont des facteurs qui contribuent aux problèmes psychologiques. L'alimentation et nos modes de vie en général y contribuent aussi, mais je dirais peut-être un petit peu moins quand même si on regarde l'ampleur des effets que les conditions de vie, évidemment des grandes crises, qu'elles soient économiques, politiques, sociales, qui sont des pourvoyeurs très importants de troubles psychiques. On parle aussi beaucoup, notamment chez les jeunes aujourd'hui, des réseaux sociaux et de l'impact de l'IA, du fait
qu'ils s'en servent un peu comme d'un psy, qu'on a tendance à se renseigner sur les problèmes ou à chercher une forme d'assistance sur ces problèmes-là avec l'IA. Est-ce que ces nouveaux arrivés aussi, on voit déjà leur impact dans les enquêtes sur la santé mentale? Oui, alors l'IA, malheureusement, je peux pas dire qu'on ait beaucoup de données scientifiques sur son utilisation par les jeunes et les moins jeunes. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à un quart des adolescents utilisent des chatbots pour se confier ou partager des difficultés psychologiques. Ça veut pas dire forcément qu'ils s'en servent comme un psy, mais en tout cas, ils ont cette utilisation. C'est pas forcément un problème en soi, c'est-à-dire que ce que montrent les premières études sur ce sujet, c'est que si un chatbot est utilisé comme un outil supplémentaire en plus d'un recours aux soins autres quand on en a besoin, c'est pas forcément un problème en soi. C'est comme une ligne d'appel téléphonique ou un journal intime peut-être où on partage certaines émotions et certaines manières de se sentir. On n'a pas de recul pour le moment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière plus conséquente. Par contre, on commence à avoir du recul sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et là, ce qu'on sait, c'est que, alors depuis que les réseaux sociaux ont été largement diffusés, on utilise de plus en plus nos téléphones. Et donc ça contribue à la sédentarité, à l'inactivité, donc à des problèmes liés à la sédentarité, comme notamment le surpoids. Ce dont on est certain, c'est que l'utilisation des smartphones que les adolescents notamment utilisent beaucoup pour les réseaux sociaux. On estime entre 4 et 5 heures par jour en moyenne en France pour un adolescent moyen. Ça contribue au risque de myopie aussi, qui là pour le coup est absolument avéré. Pour ce qui est de la santé mentale et de conduite addictive possiblement liée à l'utilisation des réseaux sociaux, il y a encore un certain nombre de débats. Ceci étant dit, les dernières études commencent à montrer que le fait de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux peut avoir des effets délétères sur la santé mentale si, en parallèle, on n'a pas une vie sociale active. Et toute la difficulté de ces études est que, bon, évidemment, ce sont des études observationnelles où on suit les gens dans le temps et on observe la manière dont ils se comportent en le mettant en lien avec leur santé mentale. Les personnes qui vont avoir tendance à utiliser les réseaux sociaux le plus sont parfois celles qui sont déjà un peu isolées dans leur vie et qui ont du mal à créer des liens avec les autres, qui ont du mal à avoir des interactions en personne. Et donc, dans ces situations, quand la sociabilité ne passe que par les réseaux sociaux, on a un certain nombre d'études qui montrent que c'est très mauvais pour la santé mentale. Ça induit un risque de dépression en particulier ou de troubles du comportement alimentaire qui peut être plus élevé. Mais évidemment, vous comprenez que c'est un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que on peut pas être complètement certain que ces personnes n'auraient pas développé les mêmes difficultés sans les réseaux sociaux. Ceci étant dit, on a aussi des études maintenant qui montrent que réduire le temps d'écran à 2 heures par jour a des bénéfices en termes de santé mentale pour les jeunes gens, parce que c'est plutôt des études chez les étudiants. Donc on commence quand même à avoir un faisceau de preuves qui laisse penser que, et vraiment, je suis très prudente là-dessus. Évidemment, voilà, on peut sans doute tirer des enseignements qui vont un peu au-delà de ce que la science nous a montré jusqu'à présent. Mais vraiment, je veux aussi vous expliquer la difficulté de mener des études sur ce sujet et d'avoir vraiment un point de vue entièrement basé sur les données scientifiques. On a quand même un faisceau de preuves qui laisse penser qu'il n'y a pas de bénéfice en termes de santé majeur à utiliser les réseaux sociaux, même si, s'ils sont utilisés de manière raisonnable, ils peuvent avoir des bénéfices, bien sûr, notamment pour les personnes qui sont issues de groupes minoritaires. Ça a été très bien montré. En fait, c'est une source de soutien pour les jeunes LGBT, par exemple, pour des personnes qui se sentent très isolées, très éloignées de leurs proches et qui ne font pas partie d'un groupe majoritaire, mais à condition d'avoir aussi des interactions en dehors des réseaux sociaux. J'aurais voulu faire un zoom sur le suivi que permettent les cohortes, parce que donc il y a une opinion courante selon laquelle on est très déterminé par notre enfance, ce qui se passe très jeune nous détermine. Et là, avec ces cohortes qu'on va suivre pendant 20, 30, vous évoquiez 40 ans tout à l'heure, on va réussir à avoir justement cette vision dans le temps de l'évolution de la santé mentale. Donc qu'est-ce que nous enseignent les cohortes là-dessus? À quel point une enfance facile, difficile nous détermine? À quel point on va changer, évoluer, être touché puis guérir? Donc voilà, je vous ai dit qu'à peu près 1 personne sur 5 aura des problèmes psychologiques d'ordre clinique à un moment donné de sa vie, puisqu'on ressent tous des émotions. Évidemment, il ne s'agit pas d'anxiété passagère, on parle de troubles tels qu'ils sont caractérisés, identifiés aujourd'hui dans les classifications internationales. Ces troubles apparaissent la plupart du temps entre 18 et 30 ans, disons, donc au début de la vie adulte. Et justement, les études de cohorte ont permis de montrer que, en réalité, les premiers signes annonciateurs de ces troubles sont souvent présents dès l'enfance et l'adolescence. On estime qu'environ 3/4 des problèmes psychologiques peuvent déjà être identifiés avant l'âge de 14-15 ans.
Ça ne veut pas dire qu'il y a un déterminisme, mais c'est juste que parmi les personnes qui auront un trouble psychiatrique diagnostiqué à l'âge adulte, en fait, un grand nombre, et la plupart, auront déjà eu des difficultés psychologiques qui pouvaient être observables au travers des outils que proposent les cohortes épidémiologiques pendant l'enfance et l'adolescence. Ça veut dire qu'il faut sans doute mieux repérer, mieux comprendre quels sont les groupes de personnes à risque de développer des troubles plus tard, et que les stratégies de prévention, si on souhaite en mettre en œuvre, doivent être introduites le plus tôt possible. Donc ça, c'est pour l'évolution. Pour les déterminants, est-ce que notre petite enfance a une influence particulièrement forte? À quel point ça va nous déterminer, justement? Alors oui, la petite enfance est très importante, en commençant par les conditions de la naissance, puisqu'on sait que les enfants nés prématurés, par exemple, ont plus de problèmes psychologiques et de neurodéveloppement plus tard du fait de retard de croissance au cours de la grossesse. Les conditions de grossesse sont aussi importantes, ça c'est indépendant de nous, mais le fait, par exemple, que les infections virales que la mère peut attraper pendant la grossesse ont des effets aussi sur le développement du fœtus, de son cerveau, et peuvent avoir des répercussions en termes de troubles psychiatriques plus tard. Et puis, les premières interactions, c'est toute l'idée des 1000 premiers jours, donc les 3 premières années en moyenne, au cours desquelles les bébés humains sont très dépendants de leur environnement et ont besoin d'interaction, de paroles, de soins pour apprendre à parler, à s'attacher aux autres, et c'est assez déterminant en termes de liens psychologiques qu'on va ensuite pouvoir établir avec d'autres personnes. Il y a d'ailleurs eu des études très intéressantes sur ce sujet auprès d'enfants orphelins qui ont été adoptés. Il y a une étude très célèbre menée en Grande-Bretagne, notamment auprès d'enfants qui, dans les premiers mois, les premières années de leur vie, étaient dans des orphelinats en Roumanie. Dans les années 80-90, on a découvert des orphelinats en Roumanie où les enfants étaient pas toujours stimulés, pas toujours pris en charge par des adultes qui interagissaient avec eux, etc. Et une partie de ces enfants ont ensuite été adoptés par des familles britanniques, ce qui a permis aux chercheurs britanniques de mener des études sur leur devenir ultérieur et comparer ce qu'ils devenaient par rapport à d'autres enfants orphelins qui avaient grandi en Grande-Bretagne ou qui avaient tout de suite été adoptés par une famille, par exemple, sans passer par une phase en institution. Et donc, ces études nous ont montré qu'il y a certains types de problèmes psychologiques et cognitifs qui sont très difficiles à rattraper si dans les premiers mois de la vie, on n'a pas été suffisamment stimulé. Ces enfants adoptés de Roumanie ont par exemple eu à très long terme plus de problèmes justement cognitifs, des problèmes qui ont eu ensuite des répercussions sur leur scolarité, leur capacité à avoir un emploi à l'âge adulte, malgré l'environnement dont ils ont pu bénéficier plus tard. Donc une forme de négligence très précoce qui laisse des traces durablement, mais on parle beaucoup aussi de tuteurs de résilience, du fait quand même que quand on rencontre un environnement favorable, on peut quand même surmonter au moins une partie des difficultés, on le retrouve, ça, on arrive à avoir cette finesse d'analyse, de distinguer ceux qui vont rencontrer, je sais pas, des professeurs, des groupes amicaux qui vont leur permettre de surmonter un peu cette enfance difficile. Oui, c'est tout ce que nous dit la théorie de l'attachement de John Bowlby, notamment sur le fait que donc on développe au cours des premiers mois, des premières années de la vie, un style d'attachement aux autres, et si on a un environnement positif, si on a un adulte avec lequel développer des liens stables, qui répond aux besoins du bébé, qui est en interaction, etc. On apprend en fait à établir des relations humaines qui peuvent être constructives et positives et qui permettent de faire face à un certain nombre de difficultés au cours de la vie. C'est aussi évidemment la thèse que Boris Cyrulnik a beaucoup diffusée en France sur la base de son propre exemple qui est extrêmement parlant. Sachant que c'est pas forcément le père ou la mère, cet adulte référent, ça peut venir plus tard si on a eu des difficultés avec ses parents, ça peut venir d'un professeur. Oui, faut mieux que ça arrive pas trop tard quand même, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment quand même la petite enfance. On cherche beaucoup les fenêtres critiques en termes de développement, donc on sait que pour l'acquisition de la vue, du langage, de la marche, il y a des phases critiques et que si on n'apprend pas certaines fonctions pendant ces phases critiques du développement, on les acquiert pas plus tard. Pour ce qui est des liens sociaux et de l'attachement, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, de phase critique. C'est-à-dire, on peut pas dire que si à 3 ans, on n'a pas eu d'adulte référent avec lequel on pouvait créer des liens solides, ça n'arrivera plus jamais, mais c'est quand même mieux si ça arrive très tôt. À propos des enfants et des jeunes, on entend beaucoup qu'ils vont pas très bien, qu'ils ont été durement touchés par la crise du Covid. Qu'est-ce qu'on voit dans les enquêtes épidémiologiques? On a vraiment vu une hausse des troubles mentaux chez eux. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres, un état des lieux de la situation chez eux?
Alors, on a des enquêtes sur la santé mentale des jeunes depuis de nombreuses années. En France, on a la chance d'avoir un appareil statistique très conséquent pour étudier la santé de la population, les jeunes, mais aussi les adultes. Et donc, ça nous permet d'avoir du recul et de savoir où on en est et quelles sont les évolutions. Pour ce qui est des adolescents et des jeunes adultes, effectivement, d'abord, pendant la période de la pandémie de Covid et depuis, on s'est aperçu d'une hausse significative des niveaux de symptômes anxieux et dépressifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une hausse significative? On estime qu'environ 10% des personnes en population générale, ou 8%, admettons, sont touchées par un trouble dépressif à un moment donné. À peu près 10% des adultes donc sont touchés par un problème d'anxiété. Chez les adolescents et les jeunes adultes, c'est 2 fois plus. C'est à peu près 20%. Donc ça fait quand même une personne sur 5 qui va mal. Ça peut être passager, il y a des niveaux de sévérité différents, mais ça nous dit quand même quelque chose effectivement du niveau de mal-être exprimé par les jeunes. Il y a des débats assez houleux sur est-ce que c'est vraiment de la pathologie, est-ce que c'est plutôt une expression de mal-être. C'est très difficile, à partir des enquêtes épidémiologiques, de vraiment faire ce distinguo. Néanmoins, ça nous dit quand même qu'il y a une partie de la jeunesse qui va pas très bien. Et ça, c'est une augmentation significative par rapport au niveau pré-Covid? Alors c'est ça, voilà, c'est plus qu'avant le Covid. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, les niveaux de détresse psychologique, symptômes d'anxiété, de dépression aussi, ont augmenté pour toute la population. Et c'est normal, c'est une période de crise où on comptait les morts, on était enfermés, on pouvait pas avoir nos activités régulières. Mais chez les adultes, ces niveaux sont revenus à la normale après 2022. Alors que chez les jeunes, ils sont restés à des niveaux très élevés, donc à peu près 20% des jeunes dans les enquêtes disant qu'ils ne vont pas bien. Alors c'est pas que la génération Covid, puisque les jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui étaient très jeunes pendant la pandémie de Covid, donc c'est pas uniquement la pandémie qui a eu ses effets. Il y a tout ce qui se passe dans le monde plus largement, hein, et on a de quoi sans doute tous et toutes être inquiets d'un nombre d'évolutions politiques, environnementales, économiques, etc. Il y a aussi quand même des choses qui touchent plus directement la vie des jeunes. Les enquêtes telles que une enquête européenne qui s'appelle Health Behavior in School Children nous dit que les jeunes français sont particulièrement préoccupés par la pression scolaire qui s'exerce sur eux. Alors, est-ce que c'est un ressenti? Est-ce qu'il y a vraiment une pression scolaire plus importante? C'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils disent dans les enquêtes plus que les adolescents dans d'autres pays. Les situations de violence font aussi partie beaucoup plus de leur quotidien, y compris des violences verbales, les situations de harcèlement en milieu scolaire. Et puis, on est en pleine période d'inscription sur Parcoursup. Voilà, on sait à quel point l'accès à l'enseignement supérieur est pas forcément garanti à tous les jeunes. Ensuite, le marché du travail s'est très largement dégradé pour les jeunes aussi. Enfin voilà, ils vivent avec tout ça et ils en ont énormément conscience. Donc voilà, il y a quand même des choses qui concernent plus spécifiquement. On a beaucoup parlé des problèmes de précarité alimentaire qui touchent les étudiants pendant la pandémie de Covid. C'est encore vrai aujourd'hui, hein, on en parle peut-être un tout petit peu moins, mais c'est une tranche de la population qui, à la fois, a plein de choses devant elle et en même temps, dans les conditions dans lesquelles ils deviennent adultes aujourd'hui, c'est pas si simple. D'ailleurs, les enquêtes sur la sexualité des jeunes montrent que l'âge de l'autonomie étant de plus en plus tardif, puisqu'ils ont plus de mal à se loger, quitter le foyer de leurs parents, trouver un travail stable, s'installer, la mise en couple est plus tardive aussi. Nos modes de vie évoluent. D'accord. Alors après les problèmes, les solutions, puisque l'intérêt d'identifier tous ces facteurs de risque, l'intérêt d'avoir ces états des lieux, c'est aussi de pouvoir éclairer les politiques publiques et les choix individuels. Donc on a parlé des réseaux sociaux, il y a ce débat aujourd'hui, est-ce qu'il faut les interdire aux moins de 15 ans? Oui. Alors sur les réseaux sociaux, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on maîtrise pas du tout ce qui nous communique. Enfin, c'est-à-dire la question est pas tant de l'interdiction et c'est plutôt de l'exposition à un certain nombre de contenus, à des algorithmes qui sont faits pour être utilisés le plus possible, puisque le but c'est quand même de faire en sorte que les gens restent connectés et soient exposés à des publicités, hein, globalement. La recommandation principale d'un groupe d'experts auquel j'ai participé récemment à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, c'était de dire qu'il faut limiter l'exposition des adolescents et ça pourrait passer par un contrôle des algorithmes. Je voulais enchaîner sur le logement, typiquement, quelle politique d'urbanisme et quel choix individuel? Est-ce qu'il faut faire plus de parcs? À quoi il faut être attentif quand on choisit un logement, justement, pour être dans les meilleures conditions? Alors, effectivement, beaucoup de recherches nous montrent qu'il y a plus de personnes qui ont des troubles mentaux dans les villes qu'à la campagne. Et ça a été étudié de plein de manières différentes pour essayer de comprendre ce qui, dans les villes, fait que ce risque de pathologie, y compris de troubles psychotiques, donc de troubles sévères, est important. Et globalement, les recherches arrivent à la conclusion que, en fait, dans les villes, il y a beaucoup de stress
divers et variés. La densité de population est un facteur de stress. L'urbanisation intense, le fait de ne pas avoir accès à des espaces verts, ça fait partie aussi des facteurs de stress. Les gens se sentent beaucoup plus seuls dans les grandes villes que dans des endroits à plus petite taille où on se connaît un peu mieux, etc. Et donc, tout ça amène à effectivement repenser aussi les villes. Et d'ailleurs, il y a eu des projets de réorganisation et de reconstruction urbaine dans la ville de Barcelone, à Glasgow, qui ont été menés dans l'idée aussi d'essayer de favoriser une bonne santé mentale des habitants en introduisant des parcs, en rénovant l'espace urbain, mais aussi en associant les personnes qui habitaient dans ces quartiers qui étaient reconstruits aux projets de reconstruction. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est de créer du lien dans les villes et de faire en sorte que les gens se connaissent, se parlent et soient moins seuls, parce que c'est ça aussi qui contribue au mal-être. Oui, le lien social est un des principaux déterminants de la santé mentale, selon les enquêtes et les études sur le sujet. Oui, absolument. Mais ce qui est compliqué là aussi, c'est qu'en fait, quand on est anxieux, quand on est déprimé, on a tendance à se mettre en retrait. Et donc, la solitude est un facteur de risque de problèmes psychologiques. Et en même temps, c'est aussi un premier signe que ça va pas très bien. Nous, on a travaillé dans l'équipe sur des politiques familiales et des politiques sociales qui peuvent peut-être bénéficier les familles et les enfants en termes de santé mentale. Et je voulais juste les citer parce que c'est important aussi de savoir ce qui peut marcher, en fait. Par exemple, les données de la cohorte ELF dont je parlais tout à l'heure nous ont permis de montrer que pour les enfants, avoir accès à un mode de garde de qualité et plutôt un mode de garde collectif entre 0 et 3 ans favorisait un meilleur développement psychologique et cognitif que rester à la maison avec ses parents, toutes choses égales par ailleurs, évidemment. Et par ailleurs, on a aussi montré la dépression des parents en période postnatale est un sujet très important parce que c'est une période à risque justement pour la dépression autant chez les femmes que chez les hommes. Et on a aussi montré que pour les hommes, bénéficier d'un congé paternité et le prendre était favorable à leur santé mentale, permettait de mieux s'adapter à ce nouvel environnement familial, à la situation. Il y a moins de conflits au sein du couple. Les hommes peuvent s'investir plus auprès de leurs enfants, de leurs femmes. Et donc, il y a des choses qui existent, enfin des politiques qui sont pas forcément conçues pour améliorer la santé de la population, mais qui ont aussi des bénéfices en termes de santé. Je pense que c'est important de le savoir. Alors après, que faire quand on a des problèmes psychologiques? Il y a un certain nombre de recours. Enfin, faut avoir recours à un professionnel de santé. Quelle que soit la gravité, quelle que soit la sévérité des symptômes, on a donc bien sûr en France un système de soins qui est financé par la collectivité, qui en principe permet un accès à tous et à toutes. C'est pas toujours un accès effectif, mais il y a quand même des choses qui ont été mises en place. Mon soutien psy, que vous connaissez certainement, est un système de remboursement des consultations de psychologues par la sécurité sociale pour permettre à chacun d'avoir accès à 12 séances couvertes par la sécurité sociale. Alors, il faut trouver un psychologue qui est remboursé, mais voilà, il y en a de plus en plus. Il y a donc les médecins généralistes, bien sûr, qui sont toujours les référents de premier recours et qui sont d'ailleurs les plus grands prescripteurs de médicaments psychotropes en France et qui peuvent permettre quand même un premier accès, une première évaluation des difficultés auxquelles les personnes font face. Et puis ensuite, les centres médico-psychologiques qui sont gratuits, accessibles à tous et à toutes et qui sont, un accès universel aux soins de psychiatrie, même si dans la réalité, ils sont plutôt réservés à des personnes qui ont des troubles psychiques plutôt plus graves. C'est plus compliqué quand il s'agit de problèmes passagers. Et puis quand même signaler aussi un site que Santé publique France a mis en ligne récemment qui s'appelle Santé mentale info service, qui permet d'avoir accès à un certain nombre de conseils et d'informations sur la santé mentale, sur comment identifier justement des situations plus graves peut-être que d'autres. Et bien sûr les lignes d'appel, que ce soit le 3114, le numéro de prévention du suicide, ou le fil santé jeune pour les jeunes, le 3118 en cas de harcèlement scolaire, le 3119 en cas de violence. Merci Marie Melchior. C'est un parcours compliqué qu'on vous a demandé parce que nous éclairer sur comment on va, qui est quand même une question extrêmement compliquée. Vous ne pouvez pas dire comment va tout le monde, ni individuellement, ni collectivement. Il faut des années pour comprendre comment va une population. Donc j'insiste sur votre prudence nécessaire dans votre métier. Et j'y insiste parce que dans les 6 questions que nous proposons systématiquement dans ces interviews au Collège de France, il y en a une que très peu de nos intervenants choisissent. Donc je vous remercie. C'est la suivante, c'est quelle est votre idée la plus dangereuse ? Oui, j'ai décidé de relever ce challenge. Ce que j'aimerais vous répondre, c'est mon idée la plus dangereuse et compte tenu du fait que de nombreux déterminants de la santé mentale sont en dehors du champ de la santé, peut-être que la méthode de prévention la plus efficace, ce serait de lutter contre la pauvreté et la misère. Alors, ça paraît peut-être pas très dangereux comme ça, mais je pense que ça doit être une idée dangereuse vu l'énergie qu'on met à ne pas essayer de mettre en place ce type de... collectivement, bien sûr. Je pense que ça doit être dangereux pour certains de lutter contre la pauvreté.
Oui, oui, sans doute. Enfin, on le voit à peu près dans tous les pays développés. C'est pas ce qu'on fait en premier. On cherche des solutions souvent bien plus compliquées, effectivement, pour aller trouver des médicaments plus performants, pour aller des parcours de soins plus compliqués. Mais c'est peut-être une idée plus simple et donc dangereuse. Et si je puis me permettre, c'est évidemment basé sur les recherches, puisqu'il y a des études qui montrent, alors c'est surtout des études développées dans les pays plutôt moins riches ou aux États-Unis, que donner des suppléments financiers aux familles les plus pauvres, notamment les familles monoparentales, permet d'améliorer leur santé et leur santé mentale en particulier. Donc c'est pas juste, c'est vraiment basé sur les données de la science. Mais merci pour cette réponse qui a l'air triviale et qui n'est pas, qui rejoint, je pense, sans doute aussi les travaux d'Esther Duflo ici dans ces murs. Je pense qu'il y a des passerelles. La deuxième question que vous avez choisie, alors elle n'est pas exactement symétrique à la première, mais enfin quand même un peu, puisqu'il s'agit de renoncer à une idée. Est-ce qu'il y a une idée, une notion, un concept qui vous paraît judicieux d'abandonner ? Alors je pensais au fait qu'on a l'impression que les données de la sécurité sociale, des soins pourront nous permettre d'étudier la santé des personnes dans le temps. Et justement, alors là, on peut avoir des cohortes de suivi à très long terme, mais ça remplacera jamais, en fait, le fait d'interroger, de poser des questions directement aux personnes. Peut-être que c'est un peu technique et l'idée de suivre la santé des populations uniquement au travers des bases de données disponibles qui correspondent à nos recours aux soins, ou voilà, je pense que c'est une idée à laquelle il faut renoncer. C'est un propos assez fort à l'heure où l'IA est présentée souvent comme la méthode incontournable quand on a des jeux de données très très importants et que en fait c'est assez facile à déployer. Et donc si on fait confiance à des machines de tri, on aura du sens qui sortira des données. Donc si je vous entends, pas nécessairement, en tout cas pas systématiquement. L'IA peut être utile. Nous on s'en sert, notamment certains modèles statistiques qui intègrent des dimensions d'intelligence artificielle pour analyser de grandes bases de données et plein de questions différentes et plein de moments de mesure dans le temps, mais c'est juste un outil. Ce qui signifie qu'il faut d'abord avoir les bonnes questions à poser avant que cet outil puisse donner des réponses intéressantes, je suppose. Oui, je pense. Une question plus joyeuse peut-être. Vous avez choisi de nous dire ce qui vous rendait optimiste. Ce qui me rend optimiste, c'est que quand j'ai commencé à travailler il y a 25 ans et que j'ai voulu me former en épidémiologie psychiatrique, plusieurs collègues m'ont dit « Oh là là, non, tu vas devoir partir à l'étranger, en France c'est pas possible, ça n'existe pas, il n'y a pas de bonnes équipes, on n'a pas de données. » Et aujourd'hui, c'est pas le cas. On est un certain nombre de collègues qui travaillent en parallèle. Et surtout, je vois l'engouement de jeunes collègues pour la thématique de la santé mentale, pour étudier les addictions, qui sont des sujets de société importants et pour lesquels, voilà, je pense qu'on a besoin d'être plus nombreux. Et je suis très optimiste sur l'avenir de la discipline. Alors, merci pour cet optimisme. Et dans le détail, est-ce que vous avez une recommandation à faire sur le type de parcours qui m'aide à ce type de spécialités qui ne sont pas très connues ? Non, l'épidémiologie, c'est une discipline qui est enseignée en fac de médecine ou en fac de santé en général. Donc, c'est vrai qu'en France, on a cette particularité d'avoir des médecins spécialistes de santé publique. Et donc, l'épidémiologie leur était réservée jusqu'à un certain point. C'est moins le cas aujourd'hui. Moi, je suis psychologue de formation. Donc, disons que c'est pour ça que j'ai un intérêt pour la santé mentale, évidemment, mais j'étais pas forcément destinée à devenir épidémiologiste. Et je vois que parmi mes collègues plus jeunes, certains ont fait des sciences sociales, d'autres de la biologie, parfois des maths appliquées et voilà. Donc il y a plein de parcours différents et c'est ça aussi qui me rend peut-être optimiste pour la suite. C'est un domaine où on vient de différentes disciplines et on peut travailler ensemble. Dans les parcours de soins, quelle est la partie médicaments, psychotropes, etc. Et quelle est la partie bien-être, sport, méditation ? Alors, selon le niveau de symptômes et le type de pathologie qu'on a, les conditions de vie et la manière dont on prend soin de sa santé ont des effets importants. On a parlé un tout petit peu de l'alimentation. C'est vrai qu'on sait qu'une alimentation plus équilibrée est sans doute plus favorable pour la santé mentale qu'une alimentation à base d'aliments transformés, etc. L'activité physique est même recommandée comme une première manière d'essayer d'améliorer sa santé mentale pour des cas de dépression légère, par exemple. Donc, l'activité physique, le sommeil, un bon sommeil, ce en quoi d'ailleurs les réseaux sociaux et les écrans en général peuvent être un obstacle, sont très importants et font partie en fait du chemin de la guérison, en particulier pour des symptômes relativement sévères, ça peut même être vraiment la voie de la guérison, et pour des personnes qui ont des difficultés plus importantes, ça ne suffit pas, mais c'est important aussi.
J'ai une question concernant les jeunes des quartiers défavorisés. Parce qu'en fait, les problématiques psychiques et psychiatriques sont difficilement prises en compte et par les jeunes et par leurs familles. Il y a une forme de négation. Alors comment ça peut être pris en compte en prévention ? On peut espérer que tout ce qui est fait en ce moment, justement, pour parler plus de cette thématique, notamment les campagnes de communication autour de la grande cause nationale, amène à ce qu'il y ait moins de stigmatisation. En même temps, je suis d'accord avec vous sur le fait que pourquoi est-ce que dans certains milieux, dans certains types de familles, alors que les problèmes de santé mentale existent comme ailleurs, il y a une plus grande réticence à accéder aux soins, c'est quelque chose qu'il faut étudier et où en fait le système de santé universel ne pourra pas vaincre toutes les barrières. En même temps, par exemple, j'ai travaillé avec une collègue psychiatre auprès de personnes exilées. C'est pas tant qu'ils voulaient pas accéder au système de santé, c'est plutôt parce qu'ils n'y avaient pas accès, parce que c'est compliqué quand on parle pas français, quand on n'a pas de papier, quand on n'habite pas toujours au même endroit, etc. Donc on leur a proposé un programme que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a conçu pour les camps de réfugiés dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés, beaucoup de gens qui ont vécu des violences et il n'y a pas suffisamment de professionnels de santé mentale. C'est un programme en 5 sessions fait par un intervenant qui est formé mais qui n'est pas forcément psychologue et où on demande aux gens de focaliser sur un problème concret dans leur vie et d'essayer de réfléchir à comment ils pourraient essayer de résoudre ce problème. Il y a des exercices de relaxation, des exercices pour essayer de mobiliser aussi du soutien social autour de que ce soit un travailleur social, des personnes auxquelles ils peuvent parler, etc. Pourquoi ? Pour essayer aussi de proposer quelque chose qui soit... C'était pas de la psychiatrie, c'était pas quelque chose de très introspectif, en fait. C'est très en surface, hein. C'est des thérapies cognitives... Enfin, c'est issu des thérapies cognitivo-comportementales. Il y a une approche très pragmatique et très concrète. Et ça a très très bien marché. Enfin, moi, ça me donne un peu d'espoir dans le fait qu'en fait, il faut développer des approches qui sont peut-être plus faciles, plus brèves. Même les 12 séances remboursées par mon soutien psy, peut-être que c'est plus facile d'accès que de se dire bon, je vais aller consulter quelqu'un. D'abord, ça coûte cher, et ensuite, je sais pas pour combien de temps ça va prendre. Voilà. Donc, nous, en tout cas, dans l'équipe de recherche dans laquelle je suis, on travaille vers le développement on essaie de développer des choses, des alternatives ou des paliers en fait. Parce que c'est pas à la place des soins. C'est juste pour essayer d'accompagner les gens s'ils n'ont pas accès aux soins ou s'ils ne peuvent pas y accéder pour plein de raisons différentes à un moment donné. On voit de plus en plus le programme Premier Secours et Santé Mentale émerger en France et ailleurs. Vous en pensez quoi ? À votre avis, est-ce qu'il améliore la déstigmatisation de la santé mentale ? Alors, j'ai pas connaissance d'études scientifiques qui ont évalué... Alors, je sais que c'est un programme qui a été très évalué en Australie, qui a été très étudié. En France, il va y avoir des études parce que je sais qu'il y a un déploiement à plus grande échelle. Alors, il se trouve que moi, je l'ai fait. En fait, j'ai participé à une formation avec les collègues de l'équipe dans laquelle je travaille, puisque d'abord, il y a un déploiement national, y compris à l'INSERM et dans les universités, ce qui est très bien. Mais nous, en fait, il y avait une telle demande dans l'équipe dans laquelle je travaille qu'on a fait venir un formateur pour nous former collectivement. Et il me semble que c'est quand même vraiment un pas dans la bonne direction, dans le sens où on peut pas s'inventer psychologue, on peut pas s'inventer thérapeute. Et donc, en fait, parce que les problèmes de santé mentale peuvent faire peur ou qu'on sait pas comment y réagir, on a tendance à essayer de ne pas regarder. Nous, on l'a fait au travail parce que certains étudiants, des collègues avaient des moments clairement... où ils étaient très très mal et personne ne savait très bien quoi faire et on voulait avoir des outils pour réagir. Et donc je trouve qu'en ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet à tout le monde de se dire, en gros, ce qu'on apprend dans une formation en premier secours en santé mentale, c'est des symptômes clés d'un certain nombre de pathologies psychiques et l'idée qu'il faut essayer d'en parler à la personne qui est mal et essayer de l'orienter le plus possible vers le système de soins si elle n'est pas déjà suivie. Et parfois, ça marche pas. Mais en tout cas, en parler, dire est-ce que tu as vu ton médecin généraliste ? Est-ce que tu sais comment trouver un psychologue ? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un t'aide pour trouver un professionnel de santé mentale ? Et je trouve que c'est vraiment un exemple d'empowerment, en pas bon français, mais qui peut vraiment être utile parce qu'on se sent démuni face à quelqu'un qui va très mal, si c'est un collègue ou quelqu'un de proche. Et là, on a des outils pour se dire voilà. J'essaie de faire quelque chose. Ça marche pas forcément, mais parfois ça marche. Merci, Mariam El-Cueilleur. Ce que je retiens de cet échange, c'est d'abord l'ampleur du phénomène. Une personne sur 5 concernée au cours de sa vie, et pourtant c'est une réalité encore mal comprise, parfois taboue. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est la complexité des causes et en même temps leur évidence.
On parle beaucoup de génétique ou de traitement, mais ce que montrent des décennies de suivi, c'est le poids immense des conditions de vie. La précarité, le logement, les violences, le lien social. Autrement dit, la santé mentale ne se joue pas seulement dans les cabinets médicaux, elle se construit dans nos environnements quotidiens. Et puis il y a cette idée, presque dérangeante par sa simplicité, que Maria Melchior assume comme dangereuse. Et si la prévention la plus efficace passait d'abord par la réduction des inégalités ? C'est une idée qui finalement donne à réfléchir bien au-delà de la santé mentale elle-même. Merci d'avoir écouté À l'écoute de la science, un podcast de Pour la science réalisé en partenariat avec le Collège de France, produit par Louis Créative. Merci à Gautam Shukla et Marion Girard pour la réalisation et la production de cet épisode. À l'écoute de la science, c'est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur pourlascience.fr, retrouver nos magazines et hors-séries en kiosque et vous abonner à ce podcast bien sûr.